Bien sûr. Bien, chers amis, chers camarades, permettez-moi en premier lieu de vous dire mon grand plaisir, et je vois qu'il est partagé, du résultat de cette première réunion. Les nombreuses interventions qui ont succédé, je prie de m'excuser auprès de mes amis qui voulaient encore intervenir, mais j'ai des engagements avec un certain nombre de journalistes. Il y a la chaîne Public Sénat qui nous filme en direct là, donc dans ses conclusions, donc on est tenu par un horaire. Donc, je veux dire que les interventions qui se sont succédées depuis ce matin, celle de Jean-Noël Carpentier, notre porte-parole du mouvement, marquent bien notre état d'esprit. Pierre Veil vient de le dire encore. Je crois que le but que nous nous fixions à l'occasion de cette rencontre a été atteint. Par la qualité, je le disais, des interventions, le contenu de notre débat, le nombre de participants. Vous savez, sur le nombre de participants, nous sommes autour de 130, mais nous avons eu une pression très forte à ces derniers jours. Nous pouvions être 150, 200, et il faut prendre en compte tous ceux qui sont passés dans la journée, qui n'ont pas pu rester. Vous avez vu, un certain nombre se sont éclipsés, et tous, vous toutes et tous, vous êtes des délégués locaux, départementaux, régionaux, vous avez vraiment, vous êtes dans le cœur, vous venez de le montrer avec les municipales là, vous êtes dans le cœur de la bataille politique, même si, je ne vais pas développer maintenant, mais c'est vrai qu'il faut que nous participions à toutes les échéances électorales, mais accordons-nous que ce sont des temps quand même terriblement opportunistes et politiciens, et que, à bien des égards, on a l'impression que la politique se résume à du marchandage. Ce n'est pas très bon pour la politique en général. Nous sommes contraints, les institutions nous contraignent à être présents, mais c'est une question pour nous, bien entendu. Au plan politique, vos interventions et les discussions ce matin ont confirmé que le centre de vos préoccupations est tout à l'heure, l'un de nos intervenants nous a presque ému aux larmes quand il évoquait la situation de détresse qu'il a connue dans sa région avec des gens du peuple. Eh bien tout ça, nous voyons que l'essentiel pour nous, c'est que nos préoccupations soient en phase directe, en symbiose avec la préoccupation des Françaises et des Français. En premier lieu, sur les questions économiques et sociales, comment apporter des réponses concrètes à la question des questions pour les Français, et celle qui nous préoccupe de bout en bout, c'est-à-dire ce chômage endémique qui, malgré quelques évolutions trop imperceptibles, reste à un niveau gravissime. Disons-le, c'est vrai que le niveau de ce chômage était déjà vertigineux à l'arrivée de la gauche au pouvoir. Mais contrairement à la volonté exprimée du président de la République, j'ajouterais peut-être ou certainement de bonne foi, la courbe ne s'est pas inversée. Et il serait insupportable que l'on continue de persister à confondre une inversion de la courbe avec une stabilisation toute relative. Soyons clairs, la cause principale du doute et de l'angoisse des Françaises et des Français n'a eu, pour le moment, malgré nos efforts, malgré des efforts, aux yeux de nos concitoyens, aucune réponse visible et concrète. Nous ne sommes pas, en même temps, vous le sentez bien, et vous l'avez tellement si bien exprimé, que vous soyez membre du MUP ou ami, eh bien, nous ne sommes pas des partisans du tout ou rien. Nous sommes progressistes. Et pour nous, tout pas en avant, tout petit pas en avant, fût-il ténu donc, nous en prenons acte et nous l'accompagnons. Parce que quand les hommes et les femmes souffrent, il n'y a pas de petits pas qu'il faut négliger. C'est fondamental. C'est ça notre humanisme profond. C'est ça qui fait aussi notre différence avec la politique politicienne. Et parce que nous sommes progressistes, nous sommes constructifs. Ainsi,
Nous ne négligeons nullement les mesures gouvernementales en matière d'emploi des jeunes. On m'interroge souvent, les emplois d'avenir, le chômage des jeunes a diminué depuis plusieurs mois, c'est relativement vrai, il ne faut pas le nier. Les contrats de génération participent aussi de ce résultat. Nous ne négligeons rien. Dans l'esprit de ce que je viens de dire, c'est que tout pas en avant est important. Mais notre rôle, il faut avoir un rôle, une identité, notre rôle, au niveau où nous sommes, réaliste, mais déterminé. Le rôle des progressistes est sous les formes les plus diverses. Non pas de nous opposer de façon systématique, démagogique, stérile en fait. Notre rôle, disais-je, c'est au sein de la majorité gouvernementale de faire bouger toute action dans le sens du progrès. Toute action dans le sens du progrès. Progrès social, progrès humain, progrès environnemental, progrès sociétal. Tout ce qui peut bouger dans ce sens, nous avons à l'infléchir, à aller dans l'esprit de cette démarche dynamique. Prenons la question économique et la lutte contre le chômage. J'ai rappelé il y a un instant les premières mesures prises par le gouvernement. Le mouvement progressiste et ses parlementaires les ont soutenus. Mais notre appartenance à la majorité gouvernementale et présidentielle ne nous rend pas aveugles. À propos du CICE, vous savez, ce crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, notre mouvement a rappelé que ce dispositif portant sur un crédit de 20 milliards ne comportait pas suffisamment de garanties d'engagement du patronat. Nous l'avons dit dans l'hémicycle. Moi, je l'ai dit ici, Jean-Noël, à l'Assemblée. D'ailleurs, ce système, nous avions raison de le critiquer. Il n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, il faut bien le dire. Je veux de nouveau aujourd'hui, et je profite à la fois de cette réunion pour nous solennelle, également de la présence de journalistes, il y en a qui attendent notre communiqué tout à l'heure, eh bien, je veux dire solennellement, et je m'adresse ici, et ça a une signification, je m'adresse au président de la République. Comme je l'ai dit d'ailleurs mercredi dernier, dans une rencontre avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Je veux dire ici, la proposition de pacte de responsabilité en l'état, tel qu'il est, en l'état, ne peut recueillir notre soutien. C'est clair. Il faut que ça bouge. Cette proposition d'une nouvelle aide publique de 30 milliards aux entreprises, par la suppression du financement, ça a été dit, des cotisations familiales, si elle n'est pas assortie, je reviendrai sur cet aspect de contrepartie, contractuelle et transparente, je le dis, et c'est pas pour critiquer, et c'est pas pour m'opposer, mais n'aura aucune crédibilité aux yeux de l'autre partenaire. Il n'y a pas que les patrons, c'est le monde du travail. Il a son mot à dire et il doit être entendu. Et à ses yeux, ça ne passera pas, ça ne passe déjà pas. Il faut avoir ça en tête. En effet, nous voyons déjà poindre l'offensive idéologique du MEDEF, son éternelle ritournelle sur la nécessité de baisser le coût du travail. Mais cela fait, chers amis, plus de 30 ans que des milliards et des milliards d'aides publiques ont été accordées sans contrôle aux entreprises au nom de la compétitivité et de la baisse du coût du travail. Là, on est beaucoup d'élus, tous responsables avec des secteurs d'activité importants, de compétences importants. On a des aides de l'État, on a des aides qui nous sont accordées. Vous avez regardé ce qui se passait et ce qui se passe dans vos collectivités? Mais nous avons une 10, 15 contrôle, transparence à l'égard de ces aides. Et là, on donne 30 milliards, il n'y aurait pas d'évaluation, de contrôle. Mais qui peut accepter ça alors que quoi? C'est l'argent des contribuables, c'est l'argent de nos impôts. Il y a donc la nécessité de transparence. Ça, c'est un acte de gauche. Et c'est cet acte-là que l'on va porter, que je porterai. Je vois le président de la République dans quelques jours, vous pouvez être sûr, et je lui ai déjà posé la question, que nous avancerons dans ce sens. En 2013, 110 milliards d'aides publiques ont été accordées. Or, le résultat est dramatiquement limpide. Jamais le chômage n'a été aussi élevé et les entreprises si avares d'investissement à l'innovation. Je ne parle pas
chers amis élus, vous le savez bien, des PME, PMI, qui sont souvent, au même titre que les collectivités territoriales, lésées dans cette affaire et qui ne sont pas celles, ces entreprises qui profitent de la manne. Pire, des entreprises, surtout les plus grandes, ont bénéficié des aides publiques, c'est-à-dire du produit de l'impôt des Français, eh bien, pour continuer quoi? Pour continuer de verser de substantiels dividendes aux actionnaires quand ce n'était pas pour annoncer des plans de licenciement, voire des délocalisations. Donc je dis à François Hollande, Monsieur le Président, nous ne voulons pas que le pacte de responsabilité se transforme en puits sans fond, en chèque en blanc qui pourrait devenir un chèque en bois en matière d'emploi. Voilà ce que nous disons. Il est clair que nous font passer cette idée auprès de nos amis de la majorité. Le pacte de responsabilité doit justement reposer sur la responsabilité de tous les acteurs du monde économique, mais aussi du monde social, pour une réelle efficacité. Il serait légitime, et en votre nom je le propose, que ce pacte fasse l'objet d'un contrat co-géré entre les entreprises, les représentants des salariés et l'État, sous le contrôle du Parlement. Voilà la transparence. Et vous voyez bien que dans mon propos, il n'y a rien de punitif contre le patronat, ni un climat de suspicion, parce que c'est ce que disent souvent les gens du MEDEF, mais non, il y a simplement la transparence du dispositif. Au contraire, il s'agit précisément de demander à la puissance publique de remplir sa mission de responsabilité. Un pacte de responsabilité, mission de responsabilité. Vous voyez, voilà quelques mois, j'ai d'ailleurs, au nom du mouvement, proposé un dispositif au président de la République visant à mettre en place un outil d'évaluation et de transparence de l'utilisation des fonds publics. Et non pas, je l'ajoute, parce que comme la presse va relayer tout ça, et non pas cet énième observatoire qui est dans la proposition de la conférence de presse du président, qui nous est proposé certes, mais sans aucun pouvoir d'intervention. Quel est l'intérêt d'observer, si on ne peut pas changer les champs au président de la République, un rééquilibrage social du pacte de responsabilité avec, en toute transparence, une clause de conditionnalité. C'est-à-dire, on veut bien donner de l'argent des Français, mais en face, combien d'emplois? Combien vous allez effectivement apporter à la société? Ça ne peut pas être unilatéral. Voilà l'esprit qui nous anime, et vous avez senti que ce début de mon intervention était dit avec force, parce que c'est dans le discours actuel, dans la majorité actuelle, un ton effectivement différent. On parle de notre différence, elle est là, et elle est constructive. Nous ne proposons pas des choses en l'air, nous ne sommes pas en train de balayer d'un revers de main en disant capitaine du pédalo, c'est de la rigolade tout ça, ça fait rire, mais au fond, il faut entendre ces propositions parce que celles-ci, elles sont pas seulement pleines de bon sens, qu'on me fasse la démonstration que c'est pas ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont évoqué l'exaspération de nos concitoyens, les inquiétudes, les angoisses, y compris désormais, ça n'a pas trop été évoqué, on en a parlé tout à l'heure pendant le repas, la souffrance au travail, grande question, la souffrance au travail, les inégalités qui grandissent et ces millions de pauvres devenus une constante dramatique de notre société. Vous avez entendu les données qui ont été fournies par la Fondation de l'Abbé Pierre avant-hier, 3,5 millions de nos concitoyennes et concitoyens qui sont mal logés, et mal logés est parfois un euphémisme. Ne négligeons pas la place de notre action pour conjurer les peurs de nos concitoyens. Je dis bien conjurer les peurs, et je me place dans la situation du combat d'idées actuel, fondamental, car la crise sociale et morale qui frappe notre société entraîne une perte de confiance des Français, entraîne un doute sur l'avenir du pays, sur son propre avenir, l'avenir de sa famille. Vous le savez, vous le rencontrez autour de vous, cela. Notre responsabilité politique, au-delà de proposer avec notre mouvement une autre éthique, elle a été dans toutes nos discussions aujourd'hui de la politique et de la façon de s'y consacrer, j'en dirai un mot quand même à la fin, notre responsabilité, disais-je, c'est la riposte. La riposte, depuis l'an dernier, je devrais dire depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, l'offensive de ces regroupements, souvent sous l'œil bienveillant
voire actif de la droite, ces rassemblements dont il ne faut pas négliger la capacité, et encore demain malheureusement à Paris, dont les méthodes et les objectifs affichés désormais sont une mise en cause directe et brutale des valeurs républicaines. Déjà, dans les manifestations d'opposants au mariage pour tous, nous avions noté des forces obscures qui, à travers des mots d'ordre homophobes, des actes de violence, des comportements fascisants, contestaient l'expression du suffrage et des lois de la République. Lors des dernières manifestations, prenant prétexte du débat sur l'IVG, nous avons assisté à de véritables comportements factieux. Quelqu'un a parlé de 34 aujourd'hui, de février 34. C'est pas du tout au hasard, c'était bien pensé. Les slogans ont révélé cette exaltation des fantasmes, non seulement les plus réactionnaires, mais les plus racistes, anti-républicains, antisémites, homophobes, anti-musulmans. La riposte à tout ça, et là je m'adresse à mes amis de la gauche, la riposte à tout ça doit être indispensable. Et je dis aujourd'hui, les progressistes que nous sommes, notre mouvement, il prendra toute sa place. J'attends que dans les jours qui viennent se lève une protestation forte des forces de gauche pour riposter à cette atteinte, à la mise en cause d'une des choses les plus fondamentales dans ce pays, la République. Voilà ce que nous allons faire. Jamais que le combat pour le progrès social et humain, c'est d'abord de s'attaquer au fond à ce qui fragilise la vie quotidienne des gens, ce terreau sur lequel surfent les populistes et les démagogues de tout poil. Et dans le lot d'angoisse des Français, il y a le rejet, vous l'avez dit, souvent légitime, des élites, des politiques et des appareils dont ils contestent au plus profond désormais tout simplement l'utilité sociale et politique. Vous savez, quand on n'est pas utile à la société, eh bien très vite apparaît le rejet, parce qu'il faut être utile à la société. Cela peut conduire à une sourde colère et une abstention populaire dangereuse, voire une dérive vers un vote assumé d'extrême droite. Je viens d'évoquer combien la crise de la politique est source des réserves et de la défiance de l'opinion. Les formes de la politique et les partis traditionnels ne constituent plus l'offre politique qu'appelle notre époque. Il faut inventer, c'est ce que nous ayons de faire. Nous sommes modestes, mais il faut inventer autre chose. Je suis quelqu'un comme vous, passionné de politique. C'est ma vie la politique. Mais c'est parce que je suis passionné de politique que je pense qu'il est urgentissime de révolutionner la politique, de la faire autrement, sinon elle nous conduit dans une situation infernale et aux abîmes, à l'obscurité. Il faut donc avoir ça en tête. À notre petit niveau, chers amis, chers camarades, nous prenons notre responsabilité. Là, nous sommes une centaine, un peu plus de 100 délégués réunis, et nous allons diffuser tout ça dans le pays. Mais il n'y a pas de petite force. Je vois bien le jeu des hégémonies à notre égard. Je vois bien le mépris parfois qu'on peut ressentir quand on nous montre qu'on n'est pas la force qui pèse. Mais la force qui pèse aujourd'hui, c'est la force qui est capable d'apporter des réponses pour l'avenir de la société. C'est une force, même quand elle est au départ émergente, elle donne l'éclat, l'ouverture nécessaire à la société. La pire des choses, c'est d'être enfermé dans un angle noir et de ne plus voir clair. Là, nous donnons cet espoir à notre façon. Nous voulons, avec notre mouvement qui est jeune, beaucoup d'entre vous l'ont dit, il a un peu moins de 4 ans, nous voulons occuper un espace en jachère politique. Parce que nous ne voulons pas l'occuper de façon hégémonique, nous. Bon, vous voyez bien comment on est. Nous voulons l'occuper de façon ouverte et de façon fédératrice. Le MUP n'est pas né, je le dis ici, le MUP n'est pas né pour ajouter de la division à la division. Il a été créé avec la volonté de rassembler les forces progressistes
et toutes celles et tous ceux qui, toujours adhérents à une autre formation politique de gauche ou qui n'ont jamais appartenu à l'une d'entre elles, veulent s'engager autrement. Vous êtes tous ici avec des expériences différentes. C'est aussi le sens que nous avons donné dans nos statuts à la possibilité d'une double appartenance. Parce que je ne néglige pas la difficulté, comment dirais-je, dans l'imaginaire d'un individu, dans l'imaginaire collectif, parce que je l'ai vécu, que représente d'abandonner une famille politique et de dire « je ne me retrouve plus dans ces rangs ». C'est pas simple, c'est pas simple, c'est pas simple la passerelle nécessaire. Et le MUP a compris que c'était pas simple par rapport à toutes les formations politiques. Donc, parce qu'on a une histoire qui s'est façonnée. Donc, aujourd'hui, nous, il faut que nous soyons suffisamment ouverts pour que les passerelles soient plus faciles à emprunter. J'ai dit un instant l'espace laissé dans la vie politique aujourd'hui, que nous voulons occuper. Et en plus, j'ajoute que la nature a horreur du vide, vous le savez, c'est bien connu, mais si nous ne l'occupons pas, d'autres regardent cet espace. Et il peut être occupé par des forces obscures, là aussi, à bien des égards. Vous l'avez exprimé dans vos interventions, beaucoup d'hommes et de femmes de gauche sont aujourd'hui orphelins d'une dynamique des forces de progrès. D'un côté, nous rencontrons des citoyens qui ne se retrouvent plus dans la fuite en avant d'un front de gauche, et je dis ça de façon tout à fait respectueuse, hein, mais d'un front de gauche qui, n'en déplaise ou pas au Parti communiste, est depuis la présidentielle tenu d'une main furieuse et bruyante par le parti de gauche et Jean-Luc Mélenchon. Au-delà du narcissisme de son leader, tout ça se soigne, mais au-delà du narcissisme, la stratégie de cette gauche, c'est qu'elle s'extrémise. Et quand on s'extrémise, on va dans l'impasse. La thèse des deux gauches, selon laquelle, en fait, la dérive libérale de François Hollande, vous n'êtes pas étonné que tous les matins, ceux qui parlent le plus du libéralisme de François Hollande, c'est souvent à la gauche de la gauche. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, et je l'ai pensé moi un temps, que ça ouvrirait un espace à une voie royale pour l'autre gauche, pour le front de gauche. Tout ça fait long feu. Cette stratégie, non seulement est vouée à l'échec pour elle-même, les élections partielles l'ont parfaitement démontré, mais cette stratégie est de plus terriblement mortifère pour toutes les forces de gauche. Si François Hollande échoue, et je ne le souhaite pas, j'ai dit tout à l'heure avec fermeté ce que je pensais d'un certain nombre d'aspects de sa politique, mais je ne souhaite pas qu'il faut qu'on arrive à gagner, à infléchir. Mais s'il échoue, ce n'est pas le front de gauche qui en tirera le bénéfice, mais c'est un autre front, celui de l'extrême droite. C'est pourquoi beaucoup d'amis ne se retrouvent pas dans cette fuite en avant suicidaire et rejoignent notre mouvement ou se rapprochent de lui, tout simplement. Et que l'on ne s'y trompe pas, les contradictions qui apparaissent aujourd'hui entre Mélenchon et le Parti communiste à la veille des municipales, comme on disait dans mon ancien jargon marxiste, ce sont des contradictions secondaires. Pour les européennes, la stratégie sera de nouveau commune et terriblement irréaliste. Parce que, en fait, il y a maintenant une stratégie de ce côté-là, c'est celle qu'il faut que la gauche au pouvoir échoue pour pouvoir tenter de se redresser un peu. C'est suicidaire, je le répète. D'ailleurs, là où des accords municipaux existent entre le Parti communiste et le PS, vous en avez évoqué un certain nombre, pour sauvegarder des positions. Le Parti socialiste doit être lucide, et c'est à lui que je m'adresse, doit être lucide. Une majorité de l'électorat front de gauche se tournera vers les listes inspirées par le Parti de gauche aux prochaines élections. Depuis 2 ans, on le caresse dans le même sens, le front de gauche. On le fait marcher au carburant de l'anti-Hollande, de l'anti-socialisme. Mais ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai dit tout à l'heure encore, mais les accords, mais c'est pas comme ça. Donc, si on imagine qu'en 15 jours, là, parce qu'il y a eu quelques petits accords alimentaires, eh bien, l'électorat qu'on a chauffé à blanc va se retourner vers le Parti socialiste, l'Union, etc. Regardez de près les résultats des sondages à Paris en ce moment. Vous verrez qu'il y a des choses très importantes à regarder dans l'évolution des électorats de ce point de vue. Une autre partie devient
de plus en plus attractif pour des hommes et des femmes, disons-le, parce que j'ai évoqué le front de gauche, mais il faut regarder des deux côtés. Il y a des gens déçus, profondément déçus, de la politique menée par François Hollande et la gauche au pouvoir. Ceux-là aussi ne souhaitent pas abandonner la gauche, ne souhaitent pas rejoindre le camp stérile de l'abstention ou de l'opposition dite de gauche. Et ils ne se retrouvent pas aujourd'hui suffisamment dans les choix qui sont faits. Donc nous avons des propositions à faire avancer. L'espace ouvert devant nous, les progressistes, est ample pour des millions de gens. Notre positionnement vis-à-vis de la majorité ne souffre, chers amis, aucune ambiguïté. Les progressistes sont partie prenante et membres de la majorité. Ils l'assument pleinement, mais les yeux grands ouverts. La démarche progressiste est claire. Tout ce qui est de nature à améliorer la vie de nos concitoyens, je l'ai dit, nous l'appuyons, nous le soutenons. Et je redis ici, nous ne sommes ni des dissidents communistes, ni des supplétifs socialistes, nous sommes des progressistes. Voilà notre position assurée aujourd'hui. C'est cette volonté de faire bouger vers la gauche le plus et le mieux possible. Et ils sont avec nous, mais ils sont libres. Cette idée de liberté de ceux qui nous entourent et qui ne sont pas membres de nous est importante. Nous aurons des soutiens libres à côté de nous, des hommes, des femmes, des soutiens libres. Ils sont en liberté quand ils sont avec le mouvement. Et nous allons donc devoir regarder ce qu'est cette élection. Nous savons que ces grandes régions coûtent très cher en engagement, même si avec les technologies nouvelles des choses peuvent avancer, nous ne pourrons pas couvrir le pays, nous sommes des gens réalistes, mais en même temps, nous allons trouver le moyen, dans des endroits précis, où nous pouvons être un peu poil à gratter, de nous présenter, d'avoir des choses qui seront de nature, mais on y reviendra, ça sera pour terminer. Soyons clairs, notre mouvement veut s'inscrire dans un engagement de proximité, un engagement horizontal, à la fois proche physiquement de nos concitoyens, mais aussi porteur des nouveaux liens virtuels. Ça a été évoqué, évoqué avec le bon et le moins bon, les liens virtuels, donc les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Voilà, chers amis progressistes, nos concitoyens, je veux terminer là-dessus, nos concitoyens ne boudent pas la politique. Ils boudent la façon dont elle s'exerce, cette façon terrible aujourd'hui. Oui, nous sommes convaincus qu'il faut changer la politique pour changer le monde. Je crois que dans les mois qui viennent, au-delà des 2 échéances électorales que j'ai évoquées, avant l'été, nous proposerons à notre mouvement, nous y réfléchissons tous ensemble, réfléchissez, apportez vos idées, nous proposerons à notre mouvement de franchir une étape majeure, de renforcement, d'émergence forte et d'épanouissement de nos forces. D'ici là, il n'y a pas 50 choses. D'ici là, chers amis progressistes, chers camarades, en avant pour donner toute sa dynamique progressiste et humaine à l'engagement de tous ici et de chacun. Je vous remercie. Cette première rencontre se termine, en espérant vous revoir